Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 12 mars. Nouvelle violation du cessez-le-feu par l'entité sioniste. 12 Palestiniens tombent en martyrs dans la bande de Gaza à l'heure où le mouvement palestinien Hamas s'attend à des progrès tangibles dans les négociations de Doha sur l'avenir du cessez-le-feu. Kiev accepte une proposition de Washington pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie à l'issue d'une rencontre américano-ukrainienne en Arabie Saoudite. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit à Alger une délégation ougandaise conduite par Mohamed Ahmed Kissoulé, envoyé spécial du président ougandais et conseiller principal chargé des affaires du Moyen-Orient. Et puis au Groenland, le parti indépendantiste de centre-droit démocratique remporte le plus grand nombre de voix avec près de 30% lors des élections législatives dans un contexte de menace de Donald Trump de prendre le contrôle de l'île. Bonsoir à tous. Le bilan des victimes de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est encore alourdi pour passer à 48 515 martyrs et 111 941 blessés depuis le 7 octobre 2023. Les corps de 12 martyrs et 14 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et l'entité sioniste poursuit son génocide contre les Palestiniens au 53e jour du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. 2 Palestiniens sont tombés en martyrs après avoir succombé à leurs blessures subies à la suite des tirs des forces de l'entité sioniste. L'un dans la ville de Rouza à l'est de Khan Younes et l'autre à Rafah au sud de la bande de Gaza. Et s'agissant des négociations menées par les médiateurs à Doha sur l'avenir du cessez-le-feu à Gaza, le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé mener ce cycle de manière responsable et positive, y compris les négociations avec l'envoyé américain en ce qui concerne les détenus. Le Hamas a exprimé son espoir d'obtenir des progrès tangibles vers l'entame de la deuxième phase des négociations, incluant l'arrêt de l'agression, le retrait de l'occupation de la bande de Gaza et la conclusion d'un accord d'échange en ce qui concerne les prisonniers. Et au volet humanitaire, l'Union des municipalités de Gaza a appelé la communauté internationale à intervenir pour garantir l'approvisionnement en eau et en électricité, notamment après la fermeture de la principale usine de dessalement d'eau de mer, après que l'entité sioniste a coupé l'électricité nécessaire à son fonctionnement, ce qui perturbe gravement les services de base et accentue les risques de propagation de maladies. Et à cause du blocus total imposé par l'entité sioniste, les chauffeurs égyptiens de poids lourds transportant les aides humanitaires destinées aux Palestiniens de la bande de Gaza se retrouvent bloqués sur la route en ce mois de Ramadan. Ils sont contraints de cuisiner et manger à même leur véhicule, un sacrifice qu'ils ne regrettent pas. Pas question pour eux de faire marche arrière. Tant qu'il y aura de l'aide, nous serons prêts à retourner leur apporter de la nourriture et des boissons. Cela ne nous pose aucun problème. Même si nous restons longtemps à Gaza, nous reviendrons et enverrons davantage d'aide. Puis nous retournerons vers nos frères de Gaza pour leur apporter de la nourriture et des boissons, car après tout, ce sont nos frères. Le plus important est d'apporter cette aide à nos frères. La situation à Gaza nous pousse à faire l'impossible pour apporter ces secours à nos frères. Que Dieu soit avec eux et leur accorde la victoire. Et l'Union européenne a alerté sur le blocage de l'entrée des aides à Gaza par l'entité sioniste. Pour la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, l'acheminement de l'aide humanitaire ne doit pas faire l'objet de conditions.
Il est essentiel que les deux parties respectent leur engagement envers le droit international et humanitaire et que la deuxième phase des négociations aboutisse. Il est impératif que l'acheminement de l'aide humanitaire ne soit ni politisé ni conditionnel. Tout blocage à l'acheminement de l'aide à grande échelle doit être levé. Et les forces de l'occupation sioniste poursuivent également leur agression contre la ville de Jenin et 100 camps de réfugiés en Cisjordanie pour le 51e jour consécutif, multipliant les arrestations et les campagnes de démolition qui ont conduit à la destruction totale de près de 120 maisons et le déplacement de 20 000 citoyens. Des agressions qui touchent plusieurs autres gouvernorats de Cisjordanie, à l'exemple de Tulkarem et Al-Qilia. Et l'indignation a gagné le monde universitaire et les défenseurs des droits humains aux États-Unis après l'arrestation d'une figure des manifestations pro-palestiniennes à la prestigieuse université Columbia. La police fédérale de l'immigration avait arrêté ce week-end Mahmoud Khalil, fraîchement diplômé de l'université new-yorkaise où il s'était érigé ces derniers mois en porte-parole du mouvement étudiant pro-palestinien contre la guerre génocidaire à Gaza, dont Columbia est devenue l'épicentre depuis plus d'un an. Et je vous en parlais en titre dans notre autre dossier du jour. À l'issue d'une rencontre américano-ukrainienne en Arabie Saoudite, Kiev a accepté hier une proposition de Washington pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Les États-Unis ont annoncé en retour la levée immédiate de la suspension de son aide militaire à l'Ukraine. Naïla Hamouda. Après de longues heures de discussion en Arabie Saoudite, les négociateurs ukrainiens ont donné leur aval pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Une proposition initiée par la délégation américaine et en contrepartie, les États-Unis ont annoncé la reprise immédiate de l'aide militaire et des renseignements à l'Ukraine. L'annonce a été immédiatement relayée à Kiev et saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même. Lors des discussions, la partie américaine a proposé de franchir une première étape, l'instauration d'un cessez-le-feu total de 30 jours. Il ne s'agirait pas seulement d'arrêter les missiles, les drones et les bombes, ni d'assurer la sécurité en mer Noire, mais aussi de mettre en œuvre un cessez-le-feu complet sur toute la ligne de front. L'Ukraine salue cette proposition. Nous la considérons comme positive et sommes prêts à franchir cette étape. Tous les regards sont désormais tournés vers Moscou. Le Kremlin a interprété cette initiative comme un signal de la volonté ukrainienne d'instaurer la paix. La Russie affirme qu'elle doit entendre l'avis des États-Unis avant de se prononcer sur l'acceptabilité du cessez-le-feu proposé. Vous anticipez un peu, nous ne voulons pas le faire. Hier, lors de leurs entretiens avec la presse, Rubio et Waltz ont tous deux déclaré qu'ils nous transmettraient par différents canaux des informations détaillées sur l'essentiel des discussions qui ont lieu à Jeddah. Nous devons d'abord recevoir ces informations. Nous avons également des contacts prévus avec les Américains ces jours-ci, au cours desquels nous espérons obtenir des informations complètes. Ce cessez-le-feu devrait ouvrir la porte à des négociations de paix entre Kiev et Moscou. Par ailleurs, un accord sur l'exploitation des minerais a été conclu entre Kiev et Washington, avec l'objectif de le finaliser dans les plus brefs délais. Et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réagi à cette annonce, affirmant que Moscou ne prendrait pas de décisions qui mettent en danger des vies humaines. Je suis particulièrement impressionné par cette obsession pour les casques bleus. Le président Macron dit « Arrêtons, dans un mois les casques bleus seront déployés et nous verrons ensuite ce qu'il faut faire ». La présence de troupes des pays de l'OTAN sous quelque drapeau que ce soit
et à quelque titre que ce soit, sur le sol ukrainien constitue la même menace que l'expansion de l'OTAN. Nous ne l'accepterons sous aucune condition. Personne ne nous parle. Ils disent rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine, mais ils font tout sur la Russie sans la Russie. Et plusieurs dirigeants saluaient la proposition de cesser le feu de 30 jours que l'Ukraine a accepté. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont affirmé sur X qu'il s'agissait d'une évolution positive qui peut constituer un pas vers une paix globale, juste et durable pour l'Ukraine. Ils ont ajouté que l'Union européenne était prête à jouer pleinement son rôle avec ses partenaires dans les prochaines négociations de paix. De son côté, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, y voit un pas important vers la paix. Et pour évoquer cette question, nous avons avec nous Manuel Pouchelet, expert en questions géopolitiques et militaires. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors Manuel Pouchelet, on l'a vu, l'Ukraine a accepté la proposition américaine de cesser le feu d'une durée de 30 jours. Peut-on s'attendre à une réelle avancée vers la paix ou plutôt s'agit-il d'une pause stratégique ? De toute façon, c'est une avancée vers la paix. Ça, c'est, je pense, une information très importante à dire aux téléspectateurs ce soir, puisque M. Zelensky, de toute façon, sait pertinemment que ce qui a été perdu ne sera jamais repris ou rétrocédé. Maintenant, ce qu'il faut constater, c'est que l'initiative russe et américaine ne peut fonctionner que parce que les Américains aussi ont mis en place au sein de leur administration des personnes qui connaissent parfaitement la culture russe ou même qui ont eu de la parenté avec la Russie précédemment. C'est ce qui fait la clé de voûte de cette réussite de négociation. Monsieur Rubio est aussi un diplomate expérimenté qui représente le président Donald Trump, pour lesquels il a la parfaite maîtrise aussi de tous les éléments de langage, et c'est important. C'est une étape supplémentaire. Maintenant, attendons un petit peu, si vous voulez, une réponse de Moscou qui, dans les 24-48 heures, devrait venir, parce que pour l'instant, certaines garanties exigées par la Russie ne sont pas encore honorées, et c'est peut-être sur ce dossier-là qu'il faudra progresser et avancer. Manuel Pouchelet, je vous remercie pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes expert en questions géopolitiques et militaires. Manuel Pouchelet, que vous pouvez revoir juste après cette édition dans l'échiquier avec Leïla Guertal pour développer davantage ce dossier. L'Union européenne a lancé une série de contre-mesures proportionnées sur les importations américaines dans l'Union européenne, ciblant une variété de produits américains. Cette mesure fait suite à ce que l'Union européenne considère comme des droits de douane injustifiés et perturbateurs imposés par Washington. Kherdin Batash. Affrontement commercial, le mot est lâché. C'est via un communiqué publié aux aurores que la Commission européenne a annoncé des représailles aux mesures douanières imposées par l'administration Trump et entrées en vigueur ce mercredi matin. Il s'agit en l'occurrence de droits de douane sur l'acier et l'aluminium à hauteur de 25%. Depuis ce matin, les États-Unis appliquent des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium. Nous regrettons profondément cette mesure. Concrètement, la réplique européenne s'effectuera en 2 temps. Au 1er avril, les contre-mesures de l'UE mises en place en 2018 et 2020 en réponse aux droits de douane américains du premier mandat de Donald Trump seront automatiquement rétablies. Alors que les États-Unis appliquent des droits de douane d'une valeur de 28 milliards de dollars, nous répondons par des contre-mesures d'une valeur de 26 milliards d'euros. Cela correspond à l'ampleur économique des droits de douane américains. Nos contre-mesures seront introduites en 2 étapes à compter du 1er avril et pleinement en vigueur le 13 avril. Entre-temps, nous resterons ouverts à la négociation. Si Donald Trump avait en effet menacé l'Europe d'un bras de fer économique dès ses premiers meetings de campagne, l'UE a longtemps privilégié la carte de la prudence avant de se rendre à l'évidence et de lancer une première salve de mesures tarifaires estimées à 26 milliards d'euros.
Premièrement, à compter d'avril, nous rétablirons automatiquement nos mesures de rééquilibrage actuelles suspendues en 2018 et 2020, ciblant ainsi 4,5 milliards d'euros de biens américains exportés vers notre pays. Deuxièmement, la Commission prend des mesures décisives en vue de la mise en œuvre du terrain de contre-mesures supplémentaires qui s'appliquera à 18 milliards d'euros d'exportation américaine vers l'Union européenne. Premier partenaire commercial des États-Unis avec 1500 milliards de chiffre d'affaires, l'Union européenne expérimente désormais le choc économique de l'Atlantique, inspiré par le concept de l'America First, cher à Donald Trump. Et cette parade de l'UE, nous en parlons tout de suite avec Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Bonsoir. Bonsoir. Alors, face aux nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump, l'Union européenne a donc annoncé enfin sa riposte. Peut-elle réellement peser face aux États-Unis et risque-t-elle d'aggraver davantage les tensions économiques? Surtout, on l'a vu, Donald Trump n'a pas hésité à doubler les droits de douane concernant le Canada après qu'il ait annoncé sa riposte. Qu'en pensez-vous, Nazim Sini? Écoutez, là, on rentre clairement dans cette fameuse guerre commerciale qu'a décidé de livrer les États-Unis au monde entier, puisqu'il ne s'agit pas que des droits de douane sur des produits de l'Union européenne, mais dans leur viseur, il y a aussi les produits issus d'Australie, du Japon, de la Chine aussi. Et en fait, là, clairement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un renforcement de l'inflation au niveau mondial, surtout sur les matériaux qui ont été cités, qui rentrent dans la composition de la plupart des produits industriels et surtout du secteur automobile qui souffre énormément en Europe. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, ça vous montre que Donald Trump est arrivé au pouvoir avec une idée d'appliquer son programme, d'imposer unilatéralement ses droits de douane, mais nous avons de l'autre côté l'Union européenne qui décide de ne pas se laisser faire. Très bien, merci pour votre analyse, Nazim Sini. Je rappelle que vous êtes enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Et je vous disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi une délégation ougandaise conduite par Mohamed Ahmed Kissoulé, envoyé spécial du président ougandais, conseiller principal chargé des affaires du Moyen-Orient. Une audience à l'issue de laquelle l'envoyé spécial du président ougandais a affirmé que son pays souhaitait bénéficier de l'expérience algérienne en matière de gestion des affaires religieuses, mais aussi promouvoir les relations commerciales. جئنا بقصد طلب الاستفادة من الخبرة الجزائرية. Nous sommes venus solliciter l'assistance de l'Algérie en matière d'expérience dans la gestion et l'organisation des affaires religieuses, ainsi que leur développement conformément au progrès mondial. Et Dieu merci, nous avons eu l'approbation du président et qui a instruit ses conseillers d'étudier la question afin qu'après le Ramadan, l'Ouganda puisse bénéficier de l'expérience algérienne. Nos échanges ont par ailleurs abordé le volet commercial, étant l'un des piliers qui soutiennent notre relation dans l'intérêt de tous. On apprendra également que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce mercredi une réunion de travail consacrée à l'étude de la situation du transport aérien, notamment en ce qui concerne la compagnie Air Algérie et les compagnies Air Algérie et Tassili Airlines. À l'issue de cette réunion, le chef de l'État a ordonné la création d'une compagnie chargée du transport aérien à l'intérieur affiliée à Air Algérie. Dans l'actualité africaine toujours, l'ambassadrice d'Algérie à Addis Abeba et sa représentante permanente auprès de l'Union africaine, l'Algérienne Selma Malika Haddadi, prendra ses fonctions demain en tant que vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, en remplacement de la Rwandaise Monique Ansanza Banganwa, dont le mandat est arrivé à terme. Pour rappel, Haddadi a été élue le 15 février dernier au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine avec un total de 33 voix à l'occasion du 38e sommet de l'Union africaine.
L'Algérie s'est dotée hier d'une nouvelle usine de dessalement d'eau de mer, celle de Cap Djennet 2 dans la wilaya de Boumerdès, inaugurée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Mais à travers la réception de ce projet stratégique, l'Algérie renforce son savoir-faire à travers l'ouverture d'un centre de formation spécialisé. Détail avec Mohamed Ouali Ben Chaban. Inauguration en grande pompe de l'usine de dessalement de l'eau de mer Cap Djennet à Boumerdès par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il s'agit de la 4e usine réceptionnée parmi les 5 faisant partie du programme complémentaire 2025 avec une capacité globale de 1,5 million de mètres cubes par jour. Réalisées avec des compétences locales et des technologies de pointe, ces infrastructures visent à garantir l'accès à l'eau potable pour les citoyens et à renforcer l'autonomie en matière d'approvisionnement en eau douce. Très difficile d'exprimer ce qu'on ressent réellement. Bon, la fierté à un niveau jamais égalé. Voilà. Le savoir-faire des Algériens actuellement. Pour arriver à ce niveau, il y a un savoir-faire, il y a un patriotisme à toute épreuve. À Cap Djennet, c'est tout un écosystème dédié à la maîtrise de la filière dessalement qui voit le jour, notamment via le lancement d'un centre de formation censé préparer les futurs techniciens algériens. هكا باش تكون إدماج حقيقي بين وزارة الطاقة ووزارة الري ووزارة التكوين المهني. Et pour cause, l'Algérie se positionne aujourd'hui comme une puissance régionale en matière de dessalement grâce à l'expérience et au savoir-faire acquis en la matière. Que notre présence au niveau de cette visite était de mettre en exergue les efforts du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel dans cette stratégie de la formation dans le domaine du dessalement d'eau de mer. Et le groupe qui a assisté justement à cette visite est le premier groupe, c'est la première promotion dans cette spécialité à l'échelle nationale et la wilaya de Boumerdès aussi a eu la chance de préparer le programme de formation de cette spécialité technicien supérieur dans le dessalement d'eau de mer. Le dessalement de l'eau de mer offre une solution durable et fiable pour y devenir une véritable carte maîtresse pour l'Algérie dans sa quête de sécurité hydrique. En investissant dans les technologies de dessalement et la formation des compétences locales, l'Algérie peut se préparer à affronter les défis de l'avenir, mieux l'anticiper en maîtrisant une chaîne de valeur complexe qui était autrefois confiée aux entreprises étrangères, mais également sécuriser l'accès à l'eau pour ses citoyens à moyen et long terme et renforcer sa position de puissance continentale et régionale du dessalement d'eau de mer. Et toujours dans l'actualité africaine, manque de liquidité, difficultés dans les transactions financières, les clients des banques en RDC subissent les conséquences d'une grave instabilité financière due à la fermeture des banques dans l'est du pays désormais contrôlé par le groupe du M23, Tinhin Al-Makassi. Le Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, prend des airs de région assiégée. Depuis la résurgence du groupe armé du M23, en particulier la prise du chef-lieu de la province du Nord, Goma, en janvier dernier. L'offensive du groupe armé ne s'arrête pas là. En effet, le M23 parvient rapidement à poursuivre son expansion territoriale. 2 fronts sont ouverts, dans l'un au Nord Kivu pour objectif le contrôle du territoire de Lubero vers le Butembo et dans le Sud Kivu la prise de la capitale Bukavu. Conséquence de cette expansion du M23 qui fait peser des menaces sérieuses de crise humanitaire majeure, les villes du Nord et du Sud Kivu abritent déjà 4,6 millions de déplacés internes, ce qui fait de la RDC l'un des plus grands foyers d'accueil de personnes déracinées à l'intérieur de leurs propres frontières, selon les agences humanitaires des Nations Unies. Une situation qui se répercute non seulement sur l'économie du Nord Kivu, mais aussi de la RDC et même de la région. Et pour cause, à Goma, rien ne circule, même pas les flux monétaires.
En effet, Goma est enclavée. En plus des aéroports, les banques ont également fermé leurs portes, laissant une grande partie de la population sans accès à leurs économies. En plus des menaces sécuritaires, ces fermetures font craindre l'émergence d'une bulle spéculative qui risquerait de conduire à un effondrement du système bancaire. Dans un pays aussi riche que la République démocratique du Congo et en proie aux appétits des puissances étrangères, un tel scénario est envisageable. Reste à savoir qui en restera le bénéficiaire. Et puis enfin, le parti indépendantiste de centre-droit démocratite du Groenland a remporté le plus grand nombre de voix avec près de 30% lors des élections législatives d'hier. Un résultat surprenant alors que les électeurs se rendaient aux urnes dans un contexte de menace de Donald Trump de prendre le contrôle de l'île. Et ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.